Nous sommes au Japon au XIXe siècle dans un moment crucial pour ce pays qui se retrouve tiraillé entre ses traditions et la modernisation. Ce choix crée des conflits dans l'archipel nippon. Jules Brunet, un soldat français du Second Empire, va se retrouver engagé aux côtés des samouraïs dans la guerre dite de Boshin. Vous n'êtes certainement pas sans connaître le film américain Le Dernier Samouraï avec Tom Cruise, où il incarne le rôle d'un Jules Brunet très américain, avec l'histoire fausse du capitaine Algren, inspirée de l'histoire vraie de l'officier français. Dans cet épisode, je vais tenter de remettre l'église au milieu du village, en réparant ce vol historique, et en vous contant l'histoire incroyable de Jules Brunet, que l'on peut un peu plus légitimement appeler le dernier samouraï étranger du Japon. Pendant des siècles, 2 chefs dirigeaient le Japon. Chacun avait un rôle spécifique, les 2 postes étant complémentaires. C'est depuis le début de l'époque Edo, en 1600, qu'un shogun dirige le pays, alors que l'empereur, lui, a seulement des fonctions spirituelles. Le système japonais est hiérarchisé et rigide afin de garantir la paix au Japon. Des seigneurs qu'on appelle daimyo vivent une année sur 2 avec leur famille à Edo, à leur capitale du pays, et lorsqu'ils partent, ils doivent laisser leur famille comme otages pour être sûrs qu'ils reviennent. Le Japon, en pleine transformation, pratique le sakoku durant l'ère Edo. Le sakoku est la politique isolationniste japonaise instaurée lors de cette période par Iemitsu Tokugawa, shogun de la dynastie des Tokugawa. Le shogun n'accepte que quelques relations diplomatiques et commerciales avec ses voisins, la Corée et la Chine. Le pays vit replié sur lui-même jusqu'à ce qu'en 1853, l'amiral américain Perry pénètre dans la baie d'Edo avec une immense flotte et exige l'ouverture des ports au commerce. En mars 1854, revenu à la tête d'une escadre, Perry obtient, par la convention de Kanagawa, l'accès aux ports de Shimona et d'Hakodate. Une fois arrivé, il commence à vendre des navires de guerre dernière génération et surtout des canons. Le Bakufu décide alors de signer des accords d'amitié semblables avec l'Angleterre, la Russie, les Pays-Bas et la France. Le 24 novembre 1855, le contre-amiral Guérin signe la première convention entre la France et les îles Ryukyu. Après avoir tourné son regard vers l'Angleterre, le choix du shogun s'arrête sur la France dont la réputation militaire est forte. Les autorités s'entendent pour qu'une délégation militaire française vienne instruire l'armée japonaise. Le baron Gros, ministre plénipotentiaire, signe au nom de la France un traité de paix, d'amitié et de commerce avec le shogun. Dès l'année suivante, une délégation française s'installe dans les locaux du temple Saikaji de Mita à Edo. En 1863, la France envoie 250 fusiliers marins venus d'Indochine à Yokohama. En 1864, Léon Roche, ministre de la France, s'attache à développer la part française dans le commerce extérieur japonais. Le shogun autorise l'envoi vers la France de 15 000 cocons de graines de verre à soie pour l'industrie soyeuse lyonnaise et la collaboration entre les 2 pays s'accentue. Livraison par la France de 15 canons en 1865, construction de l'arsenal de Yokozuka par l'ingénieur Léonce Verny à partir de la même année, construction de la fonderie de Yokohama en 1867. Le shogun envoie même son frère Tokugawa Mimbu Tayo en France d'avril à septembre 1867 et lui donne un instructeur français. En 1867 toujours, a lieu à Paris l'exposition universelle. Le Japon y participe aux côtés des îles Ryukyu sous la dénomination de Confédération japonaise. La noblesse japonaise des régions de l'ouest du pays, notamment Choshu, Tosa et Satsuma, se sent heurtée par ce rapprochement avec les occidentaux. Elle aurait aimé que le shogun demande l'avis de l'empereur alors que les daimyo du reste du pays soutiennent plus ou moins le shogun et l'ouverture vers le monde. À partir de 1866, des batailles s'organisent et les 3 régions de l'ouest s'unissent à d'autres pour préparer un coup d'état pendant que l'armée du shogun reçoit les premiers conseils de Jules Brunet. La politique au Japon va très vite dégénérer. Tout bascule lorsque l'empereur Meiji, qui n'avait qu'un rôle symbolique, craint un coup d'état en voyant le shogun moderniser son armée. Le monarque va alors monter une coalition avec d'autres daimyo pour renverser le shogun. Le Japon plonge en ce début d'année 1868 dans une guerre civile, la guerre de Boshin. Les hostilités éclatent en janvier et opposent d'un côté l'empereur qui se présente comme réformateur, et de l'autre le camp du shogun qui souhaite conserver la tradition et le rôle du shogun et des samouraïs. La France dans un premier temps va se ranger du côté du shogun. Rapidement, la situation tournera mal pour le shogunat. Ils perdent à la bataille de Toba-Fushimi.
L'armée impériale est moins nombreuse mais bien mieux équipée que celle du shogunat. Le shogun se réfugie et se barricade à Edo. Il se retrouve rapidement encerclé par l'armée impériale, étant donné que le shogun a refusé d'appliquer le plan de l'ambassadeur français Léon Roche pour défendre la ville. Cet affrontement est finalement perdu et le shogun est obligé d'abdiquer. Une défaite importante pour le camp du shogun. L'empereur Napoléon déclare alors le retrait de la France dans le conflit et par là même sa neutralité. Les membres de l'expédition rentrent, sauf Jules Brunet. Né le 2 janvier 1838 à Belfort, Jules Brunet, fils d'un vétérinaire militaire, montre dès son plus jeune âge la volonté de servir son pays. À l'issue de son certificat d'aptitude en 1855, il présente le concours de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, auquel il est reçu avant de démissionner quelque temps après pour passer le concours de l'école polytechnique qu'il intègre en 1857. Il est brillant, très brillant même, puisqu'il se classe 4e à sa sortie d'école en 1861. Rapidement, Brunet se fait remarquer par ses supérieurs. L'expédition mexicaine de 1861 est son premier fait d'armes. Une guerre qui devait servir à instaurer au Mexique un empire mexicain dirigé par un empereur catholique. Cette volonté vient de Napoléon III qui souhaite empêcher les protestants de diriger le Mexique et surtout de contrecarrer l'expansion de l'influence américaine. Il participe à la prise de Mexico en 1863. Jules est de retour en France en 1867 et après avoir fait ses preuves au Mexique donc, il reçoit la Légion d'honneur des mains de Napoléon III et on l'intègre dans la garde impériale. Il est affecté à une nouvelle expédition ensuite, le Japon. Son ordre de mission est clair. Cette mission a pour objet, comme vous le savez, d'apporter autant que le comportent les mœurs et le degré de civilisation du pays, le concours de notre expérience administrative et militaire à l'organisation et à l'instruction de l'armée japonaise. Je n'ai pas besoin de vous dire que le système d'organisation et d'instruction militaire que vous serez appelé à appliquer aux troupes du Daikun, du shogun, ne saurait consister à copier servilement ce qui se fait en France, mais bien à tirer parti des aptitudes et des habitudes militaires du pays en les améliorant par l'introduction de l'esprit de discipline et par des connaissances qui les feront entrer graduellement dans la voie du progrès. Constitué de 5 officiers, 5 sous-officiers et 5 militaires du rang, tous spécialisés et issus des 3 armes, infanterie, cavalerie et artillerie, la mission est prévue pour durer 3 ans. En arrivant, le lieutenant Brunet inspecte le matériel japonais, et plus particulièrement l'artillerie, le cœur de son métier. Les canons ne sont pas en ordre de marche, ils ne sont pas entretenus, et les tirs sont tout à fait imprécis. Les officiers français constatent le mauvais équipement général de l'armée japonaise et commencent leur travail de réorganisation. Ils apportent leur expertise, notamment à la fabrication d'armes et de munitions de l'arsenal de Sekinoji à Edo. Dans le même temps, ils commencent l'entraînement des militaires. La tâche est immense. Il faut assurer la formation des officiers d'une part et entraîner les soldats japonais de l'autre, le tout avec des méthodes occidentales. Un effort tout particulier est donc prévu pour créer des équipements et des établissements militaires dans la capitale. L'amélioration de l'armée passe enfin par le recrutement régulier, gage d'un corps de bataille cohérent, permanent et au niveau d'entraînement homogène. Ces réformes, une fois acceptées par le shogun, doivent être le prélude à l'organisation d'une administration militaire inspirée sur le modèle français. Grâce au collège franco-japonais de Yokohama, certains officiers japonais assurent la mission d'interprète auprès des militaires français. Les officiers et sous-officiers de toute arme sont les premiers à être instruits afin d'être la future et véritable structure de la future armée. De janvier 1867 à mars 1868, en moins de 15 mois, il effectuera un travail remarquable. La création d'un arsenal et d'une pyrotechnie, une poudrerie et une fonderie, l'organisation de 6 batteries complètes dont 2 à cheval. Début juin 1867, sous la direction des lieutenants Brunet et Descharmes, l'artillerie et la cavalerie déménagent vers Edo et un espace d'instruction plus propice. Le 18 août, l'ensemble du détachement, un bataillon d'infanterie, 2 batteries d'artillerie et un escadron de cavalerie, entre dans la ville en paradant au grand émerveillement de la population. Au mois d'octobre, c'est au tour de l'infanterie de quitter définitivement Otamura pour rejoindre Edo. L'effectif des troupes à instruire est monté à 1500 hommes d'infanterie, 300 de cavalerie et 250 d'artillerie, mais il est encore prévu d'élargir l'instruction à toute l'armée, soit 12 000 hommes et 500 officiers. Le 3 août, le lieutenant Brunet reçoit ses galons de capitaine. Parallèlement à son travail, Brunet se passionne pour la culture japonaise et plus particulièrement pour les samouraïs. Les samouraïs sont des guerriers de l'époque du Japon féodal qui doivent servir un daimyo. Il existe aussi des samouraïs errants nommés ronins. On les forme dès leur plus jeune âge à l'art de la guerre et doivent respecter un code d'honneur strict, le Bushido.
L'honneur est quelque chose de très important dans la société japonaise et encore plus chez les samouraïs. À cette époque, les samouraïs sont de moins en moins utiles à une époque où le Japon vit une longue période de paix. Brunet est fasciné par ces hommes et leur histoire. Son éloquence, sa carrure et son talent pour l'aquarelle font qu'il s'intègre plus vite que les autres officiers français auprès de ces samouraïs. Il manie les mots et les crayons aussi bien que les armes, d'ailleurs, le shogun lui autorisera un portrait. Suite à la défaite du shogun, il ne souhaite pas abandonner ses samouraïs et leurs compagnons qui le considèrent comme l'un des leurs. Dans une lettre adressée au capitaine Chanoine, chef de mission, il assure vouloir réparer l'échec politique français au Japon. C'est par fidélité à la parole donnée et au temps passé à former les militaires japonais qu'il se refuse à partir. Je cite, « La Confédération du Nord m'a renouvelé ses instances, ses princes, amis de la France, m'ont déclaré avoir besoin de mes conseils et m'ont tous promis de m'obéir. Risquant mon avenir comme fonctionnaire français, je me suis borné à m'assurer de modestes et honorables moyens d'existence de la part des Japonais. Et, seul, je veux essayer d'être utile à nos amis en ce pays. Je ne me fais pas d'illusions sur les difficultés rencontrées. Je les affronte avec résolution, décidé à mourir ou à servir la cause française au Japon. » Brunet prend de gros risques puisqu'il peut être considéré comme déserteur et être sanctionné du peloton d'exécution. Le jeune soldat français décide alors de donner sa démission. « J'ai l'honneur de vous remettre ma démission du grade de capitaine de l'armée française en ce 4 octobre 1868. Je renonce à toutes les prérogatives d'officier d'artillerie dans l'armée française. » On lui refusera sa démission, mais il va trouver un terrain d'entente avec ses supérieurs. Pour pouvoir respecter le choix de Brunet, il décide de lui donner 1 an de congé sans solde. Pendant 1 an, il est considéré comme un civil et n'a plus de lien avec l'armée française. 9 autres officiers français stationnés en Asie démissionnent et rejoignent Brunet. Depuis la défaite de la guerre de Boshin, les forces shogunales sont peu à peu repoussées vers le nord. Depuis le départ du shogun, c'est l'amiral Enomoto Takehaki qui dirige ce qu'il reste de l'armée du shogun. Arrivé devant l'île d'Ezo, ses 4000 guerriers débarquent le 3 décembre et se dirigent vers Hakodate, capitale de l'île abritant 50 000 âmes. La ville est conquise le 8 décembre et les autorités impériales s'enfuient par la mer. Conseillé par Brunet, le général en chef sait qu'il faut s'assurer au plus vite de toutes les positions terrestres. Il fonde, le 25 décembre 1868, la République d'Ezo. Une république indépendante du reste du Japon naît alors. Elle représente tout ce qu'il reste du shogunat et des derniers samouraïs. Il va se dépêcher de renforcer les défenses de l'île, et pour cela il va construire des fortifications dont le style se rapproche de Vauban. À la fin de décembre 1868, la région est entièrement contrôlée et les vainqueurs prennent garde de ne pas commettre d'exactions. La coalition du Nord peut alors se lancer dans l'organisation politique de l'île. Jules Brunet souhaite faire partager sa vision politique, s'établir solidement sur l'île, la gérer intelligemment pour obtenir l'autonomie et la fortifier pour dissuader tout agresseur. En cas d'attaque, il veut pouvoir épuiser militairement et économiquement le pouvoir impérial. Dans le cas contraire, il souhaite attendre que le vent politique tourne et pour que ses amis reviennent en grâce à Edo. Peu à peu, Jules Brunet, qui a refusé de recevoir un titre ou un grade japonais, s'impose à la direction générale des affaires civiles et militaires de l'île. Le gouverneur, le vice-gouverneur, le général en chef et l'amiral ne prennent plus aucune décision sans le consulter. Brunet est par ailleurs tenu informé de ce qui se passe à Edo par son ami le lieutenant Dubousquet. La flotte impériale est repérée le 29 avril 1869 au mouillage de Miyako, petit port de la province de Nambu. Brunet décide alors de tenter un coup de main suggéré par les marins français. Une expédition navale quitte Hakodate le 2 mai et la flotte impériale est surprise le 5 mai dans la baie de Miyako. Mais l'audacieuse attaque tourne alors à la déroute. Le commandant japonais du bateau est tué, les camarades de Brunet sont blessés ou faits prisonniers et emmenés à captivité à Edo. Après l'attaque subie, la flotte impériale reprend la mer en direction du nord et se rassemble dans la baie d'Aomori. Forte de 7000 soldats d'infanterie, elle se dirige sur Matsumae, où elle débarque le 17 mai. Sous la protection des canons du Koketsu, 4 bâtiments de commerce battant pavillon anglais débarquent les troupes. Malgré tous leurs efforts et une grande résistance, très vaillante, les samouraïs sont contraints de se rendre le 30 juin 1869. C'est la fin du shogunat, la fin de la République d'Ezo qui n'aura duré que 6 mois, et la fin de l'ère Edo. Sans combattre directement à leur côté, il les a formés et guidés. Brunet aura été parmi les derniers à servir aux côtés des samouraïs. Le pays du soleil levant rentrera alors pleinement dans l'ère de l'industrialisation guidée par l'empereur Meiji. Jules Brunet parvient à fuir avec ses hommes après la défaite d'Ezo et réussit à rentrer en France. Il devient l'objet d'une querelle diplomatique.
L'empereur du Japon veut qu'il soit ramené au Japon pour être jugé. Néanmoins, la France, consciente de la bravoure dont a fait preuve le capitaine Brunet, va mettre sur pied une stratégie. Il valide la victoire de l'empereur, en certifiant qu'effectivement l'empereur a bien gagné la guerre, mais que ce sont eux qui s'occuperont de Brunet. La France fait donc croire que le soldat a été révoqué alors qu'il a juste reçu un blâme pour ingérence. Il sera par la suite pardonné par le Japon, puisqu'il sera élevé au grade de commandeur de l'ordre militaire du Soleil Levant en 1881. En 1895, il atteindra le grade de grand officier du trésor du Mikado, le Mikado étant l'empereur. Jules Brunet va ensuite participer à la guerre franco-prussienne où il sera fait prisonnier. Plus tard, Brunet sera libéré avant de participer aux côtés de l'armée à la répression de la Commune de Paris en 1871. Notre soldat va continuer sa carrière en tant que général jusqu'à sa retraite et meurt chez lui le 12 août 1911 à l'âge de 73 ans. Les samouraïs ont perdu leurs privilèges et disparaîtront peu à peu. Ils vont s'illustrer une toute dernière fois pendant la rébellion de Satsuma en 1877. Une révolte qui échouera et qui se soldera par la disparition des derniers samouraïs. Ainsi, Jules Brunet aura été l'acteur et le témoin d'une des périodes les plus fascinantes de l'histoire du Japon. Son histoire est assez remarquable, il a effectivement su faire preuve d'un grand sens de l'honneur, d'un grand sens du devoir et d'un certain courage en démissionnant de l'armée française pour s'engager dans une cause qu'il savait au fond de lui déjà perdue.